Voilà. Et comment ça? Ah. Voilà, alors cet institut de Neuchâtel en Suisse est tout à fait particulier parce que le canton de Neuchâtel est le plus petit canton suisse et le système suisse pour les universités fait que chaque université, en principe, est subventionnée par son canton. À deux exceptions, Lausanne, naturellement, et Zurich-Lausanne pour les Suisses francophones et Zurich pour les Suisses alémaniques. Alors, bien que petit, bon, Neuchâtel, c'est quand même le berceau de l'industrie horlogère, ce qui en Suisse n'est pas rien, hein, et a réussi à maintenir, donc, on peut dire, une grande université, avec surtout, dans le 19e et 20e siècle, a réussi à avoir trois, on peut dire, géologues de classe tout à fait internationale. Louis Agassiz, l'homme des glaciers et des blocs erratiques, Émile Argan, qui était vraiment un géant de la cartographie, et César Eugène Wegmann. Alors voilà, je dis venant de Lucerne, Suisse alémanique au départ, et qui ensuite avait vraiment un don pour les langues, qui fait qu'il en parlait beaucoup, mais à la fin de sa carrière, comme ça arrive assez souvent, il n'en parlait aucune parfaitement, ce qui amenait quelquefois des problèmes de compréhension. Alors naturellement, ce n'est pas facile de prendre la succession de ces personnalités, et je vais rappeler rapidement les grands traits. On passera vite sur Agassiz, parce que, bon, ils font de la glaciologie, montrent le rôle des glaciers dans l'évolution des paysages, se charpe avec Élie de Beaumont, part aux USA, mais il se trouve que ces écrits, c'était un peu l'époque, portaient la marque d'écrits proprement racistes, ce qui fait que l'université de la ville de Neuchâtel est en train de débaptiser tout ce qui portait son nom. Vous voyez, donc, il n'est plus tellement en odeur de sainteté dans son pays. Par contre, Émile Argan, alors là, c'est vraiment une personnalité de tout premier plan, qui était le fondateur de l'Institut de géologie de Neuchâtel, qui était véritablement un cartographe de génie, qui a initié la grande tradition suisse des cartes et profils géologiques, et qui donne en 1922 la carte tectonique de l'Eurasie, qui servira de base aux grandes monographies de l'époque, que ce soit Émile Suess en Autriche ou Émile Haug en France. Alors, il a été l'un des premiers partisans de la dérive des continents, mais c'était une personnalité assez particulière, célibataire, il mangeait dans son petit restaurant, il était relativement renfermé, tout à fait encore que de temps en temps communicatif, et il n'a eu que peu d'étudiants directs. Alors, il a initié une tradition qui s'est poursuivie par la suite, au moins par Wegmann, qui a été la rivalité avec les Suisses alémaniques. Alors, pour lui, c'était surtout avec Rudolf Staub, avec lequel il a d'abord été ennemi, puis ensuite ennemi, et qui s'est poursuivi après, on le verra, avec Wegmann. Alors voici cette carte de l'Eurasie, hein, qui est vraiment la base de toutes les grandes synthèses cartographiques et qui pratiquement reste encore valable actuellement. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment un trait de plume, une mémoire tout à fait extraordinaire, et on peut dire un trait de plume, il dessinait ces grandes cartes de mémoire sur les nappes du petit restaurant où il prenait ses repas. Et ça, c'était d'ailleurs publié dans Coffret-Géo. C'est un croquis qu'il a fait dans le carnet de terrain de Eugène Raguin lors d'une excursion où il a expliqué absolument tous les détails de, hein, c'est ce que les Français appellent le Cervin et les Suisses allemands l'Eiger, hein, l'un des sommets les plus classiques des Alpes. Et voilà, alors il y a un très bel article dans Coffret-Géo, là, qui est, vous voyez, à part Arthur Escher, Henri Masson, là, sur ce dessin géologique avec l'interprétation qui en est donnée, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir le lire. Alors, Wegmann, c'est tout à fait différent. Il est né à Schaffhouse,
vient étudier à Neuchâtel auprès d'Émile Argan, passe 2 années à l'été à Zurich chez Pierre Nigli, d'où il revient. Alors lui, il n'a pas tardé, hein, dès le départ. Il a eu avec les Nigli, parce qu'il y avait le père et le fils, une inimitié qui reste encore dans les traditions de la géologie internationale. Alors, c'est pas, je cite simplement une remarque qu'il a lancée comme ça au cours d'un congrès géologique que je crois était à Bruxelles. Ah oui, les Nigli, surtout avec son accent, hein, les Nigli, il y a le père, il y a le fils, mais où est cet esprit? Et alors, il est parti, un peu pour s'éloigner des Nigli d'ailleurs, il est parti en Finlande, donc, où il devient l'assistant, le protégé de Gigi Cederholm. Là, on raconte aussi une anecdote qui est sur ses dons linguistiques. Il prétend avoir maîtrisé le finlandais en quelques semaines, ce qui représente quelque chose, hein. Et il fait des travaux au Groenland. Il revient malade en Suisse en 1938. Alors qu'il parlait d'abandonner la géologie, il est rappelé à la direction de l'Institut de géologie à la mort d'Émile Argan, où il y reste jusqu'à sa retraite en 1964. Alors, il a été très proche des géologues français pendant la guerre. Par exemple, les enfants d'Eugène Raguin ont été hébergés par lui en Suisse pendant la guerre. Et il devient une sorte d'éminence grise de la géologie structurale française, surtout dans l'Est de la France. Et voilà, donc c'était quelqu'un qui était lui aussi d'un abord assez difficile. Et il a aussi des anecdotes tout à fait célèbres avec les étudiants. Par exemple, quand il était sur le terrain, une de ses remarques favorites, il s'arrêtait devant un affleurement et il disait « Ah, c'est beau, ah, c'est vraiment beau ». Et puis, il tournait le dos et il partait sans ajouter un mot. Et alors, quelquefois, il se retournait vers l'étudiant en lui disant « Écoutez, ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est beau peuvent rentrer chez eux. » Voilà. Alors, donc, c'était quelqu'un, mais qui était vraiment assez particulier. Alors, là, je reviens vraiment sur Jean-Paul Scher. À la mort au départ en retraite de Wegmann, Jean-Paul Scher est appelé à la direction de l'Institut de géologie, où son premier travail sera d'organiser un grand congrès en l'honneur justement de Wegmann, bien que ses rapports avec lui, comme on va le voir, avaient été à un certain moment un petit peu difficiles. Alors, donc, Scher s'occupe et prend en main l'Institut, auquel il donne une vraiment très bonne dimension. Et il y a eu un véritable drame. Il avait trouvé un élève tout à fait prometteur qui était Martin Burkhardt, qui était un sédimentologue, qui était passé lui aussi par Zurich, qui était venu et en qui il voyait manifestement son successeur. Et ça, c'est arrivé, il y a d'autres exemples en Suisse, hein, Martin Frey et autres. Eh bien, Martin Burkhardt s'est tué en montagne lors d'une excursion géologique, ce qui fait que finalement, c'est Jean-Paul Scher qui est resté à la direction de l'Institut. Dans une atmosphère un petit peu difficile, parce que c'était l'époque, dans les années 70, de toutes les concentrations, réorganisations, c'était l'époque où la géologie devenait une science avec des gros instruments, et la petite université de Neuchâtel se trouvait coincée entre ses grands voisins, Lausanne d'un côté, Genève de l'autre, surtout Lausanne avec son école fédérale, Lausanne qui prenait un grand développement avec en particulier notre ami Jean Hernandez qui est ici, hein, et on a parlé à plusieurs reprises tout simplement de supprimer l'Institut de Neuchâtel. Et je crois que Jean-Paul Scher a eu une très bonne idée qui a été de faire un accord entre les 3 universités, sans doute Jean pourra nous en dire plus de détails, et de spécialiser son institut dans un créneau en quelque sorte. Et son créneau, ça a été l'hydrogéologie, ce qui se conçoit à Neuchâtel, parce qu'il y a le lac de Neuchâtel, naturellement. Et encore maintenant, hein, le Neuchâtel est spécialisé donc en hydrogéologie et c'est véritablement devenu un des centres, on peut dire, mondiaux de cette discipline. Voilà. Alors,
Voilà, je reviens sur le travail de Jean-Paul Scher et là où je l'ai connu. Son premier, en dehors du Jura où il avait commencé sa carrière, il a été l'assistant de Wegemann dans le sud de la Norvège. Et son travail sous le contrôle sourcilleux mais distant de Wegemann, elle a comporté deux volets. D'une part, la préparation dans les Calédonides d'un grand séminaire de terrain sur la fixure axiale de la Driva, et c'est ce séminaire qui ultérieurement conduira, par exemple, à ce que le groupe de François Hellenberger passe dans les Calédonides avec toutes les thèses qui ont suivi, hein, Nicole Santarelli, Jean-Marie Kennardel, ainsi de suite. Mais l'autre aspect, c'était la cartographie des formations sédimentaires très métamorphisées du sud de la Norvège, dans ce qu'on appelle le banc bleu, où il a fait un détail il a commencé ce qui n'avait jamais été fait jusque-là, qui était vraiment une cartographie, on peut dire presque sédimentaire, parce que c'était à l'origine des restes sédimentaires, dans une formation très métamorphique, en montrant. Et c'est là où j'ai fait sa connaissance, parce qu'il se trouve qu'en 1958, moi j'étais fraîchement diplômé de l'école de géologie de Nancy, je suis parti faire une thèse en Norvège sous la direction du professeur Barth, et je me suis retrouvé pratiquement sur le terrain, je vais vous montrer la photo, sur le terrain qui jouxtait l'endroit où Jean-Paul Scher travaillait. Et c'est lui qui m'a initié, en quelque sorte, à la cartographie difficile dans ces terrains. Alors donc, ça s'est passé en 58-59. Hein. Je crois que Jean-Paul aurait aimé continuer à travailler en Norvège. Il avait d'ailleurs trouvé son épouse sur les pentes sur les pentes en faisant du ski dans la région de Lillehammer. Mais Wegemann, ça c'était tout à fait son style, a brutalement décidé de mettre fin à son travail en disant, et ce qui se passe, par exemple, moi, pour ma propre thèse, comme j'ai dit que c'était un petit peu l'éminence grise de la géologie française, celui qui m'avait introduit en Norvège, qui était d'ailleurs Georges Millot, beaucoup plus que mon patron Marcel Roubaud, qui lui, en fait, était dans tel limbe que le terrain, eh bien, on m'a dit, écoute, prends contact demande l'autorisation en quelque sorte au professeur Wegemann de travailler sur la région. Alors, j'ai fait une plus belle lettre, monsieur le professeur, je lui ai demandé en quelque sorte l'autorisation de travailler. Il m'a répondu par une lettre que j'ai encore quelque part, qui faisait une bonne vingtaine de feuillets et qui en fait contenait tous les éléments qu'il a publiés un petit peu après dans un article d'ailleurs historique sur Das Erbe Werners et Houton, hein, l'héritage de Werner et de Houton, et dans lequel il concluait en me demandant péremptoirement, en me déconseillant formellement de travailler dans cette région à laquelle je ne comprendrais rien. Alors, moi, je n'avais pas les mêmes rapports que Jean-Paul Scher. Hein. Je lui ai dit merci beaucoup, monsieur le professeur, mais je travaillerai quand même sur les gneissiers de Vegorsheim-Jersta. Et en fait, il ne m'en a jamais tenu rigueur. Je savais qu'il suivait mon travail de façon assez précise. De temps en temps, il m'envoyait des petits mots. Et quand j'ai passé ma thèse, il m'a envoyé une très belle lettre dans laquelle il me félicitait, ce qui montre que quelquefois, c'est bon de tenir tête à ces fortes personnalités. Voilà. Toujours est-il que Jean-Paul, lui, a dû partir et il s'est retrouvé… Ah non, je me suis trompé. Alors voici ici le terrain sur lequel on travaillait. Hein. Alors je crois que, comment on fait pour avoir le pointeur? Tiens, non, mais ce n'est pas la souris, c'est là. Alors voilà, voici ici en jaune, vous voyez, ici c'est la carte 200 millième, la feuille d'Arundel, là sur le C d'Arundel est ici.
Le fossé d'Oslo se trouverait quelque part par là. Hein. Et voici cette région du Bamble. La région dans laquelle Jean-Paul travaillait, ce sont toutes ces formations jaunes, vous voyez, qui sont des formations sédimentaires. Et moi, mon terrain de thèse, c'est ici et là. Donc, vraiment, vous voyez, c'est l'endroit qui jouxte absolument les deux régions. Alors ça, voici pour la carte géologique. Et là, c'est une photo que, d'ailleurs, Jean-Paul m'avait communiquée, qui était Wegmann, qui avait prévu de faire ses années de terrain dans la région. Je pense que c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop de concurrents sur place. Mais finalement, ça a tourné un petit peu court parce que pour des raisons de santé, après, Wegmann n'est plus jamais revenu sur le terrain. Voilà, alors donc, de 60 à 64, il est géologue au service géologique du Maroc. Il travaille dans le Haut-Atlas, autour du célèbre granit de Tishka, célèbre par les Termiers, hein, c'est pas CH Termier, c'est pas P. Termier, publiant au compte-rendu de l'Académie des sciences. Et lors de retour à Neuchâtel, il est très pris par ses tâches d'enseignement et surtout par la mise en valeur du matériel qu'il a ramené du Maroc. Alors c'est là aussi son premier travail, ça a été aussi de faire un grand colloque en l'honneur de Wegmann, qui prouve qu'il n'avait pas tenu rigueur. Et ensuite, son parcours universitaire est impressionnant, vous voyez, diriger l'Institut de géologie jusqu'en 1975, doyen de la faculté des sciences de 78 à 80, président de la Société géologique suisse de 83 à 85, ainsi de suite, et dans la Commission fédérale de géologie en Suisse. Alors, il était surtout, après sa retraite, il s'est intéressé à l'histoire des sciences et c'est vraiment devenu un assistant assidu de Coffrigéo, assistant quand il le pouvait à toutes les séances. Et vous voyez, publiant tout un ensemble de notes qui sont toujours dans les travaux, qui entraient surtout à ses prédécesseurs à Neuchâtel, que ce soit Agassi ou Émile Argon, et surtout sur des publications générales sur la dérive des continents. Et il venait très, très souvent à nos rencontres. Alors ensuite, il a eu une retraite qui était relativement paisible. Voilà, je n'ai pas eu malheureusement de photos de lui quand il était jeune, mais j'ai retrouvé ces photos quand il avait donc un âge déjà avancé. Hein. Et ça, c'est une photo où on le voit à l'inauguration de la plaque Émile Argan, c'est-à-dire qu'ils ont mis, et en fait, c'est ce que je disais un petit peu en commençant, c'est qu'ils ont tendance à Neuchâtel à débaptiser Agassi pour, entre autres, le remplacer par Émile Argan. Voilà, c'est Transgloria. Et il était... Et finalement, il est revenu sur ses premiers travaux, sur ses premières amours, on peut dire. Il avait commencé à faire sa thèse sur l'anticlinal de Bagne. Et son dernier travail important a été avec les collègues du musée de Neuchâtel, Thierry Malvézy et Jean-Pierre Tripet, de faire un gros article sur le Jura. Et les Suisses sont des gens véritablement bien organisés, puisque l'exemplaire qui n'a pas eu l'occasion de voir, vous voyez, c'est-à-dire que malheureusement, il est mort quelques semaines avant que avant que l'ouvrage se sorte des presses. Et ils nous l'ont envoyé pour, vous voyez, cet article, donc il n'a pas eu l'occasion de le voir. Et cet article est quand même, ce numéro-là, c'est un gros numéro, vous voyez, c'est un important ouvrage, est directement lié à Coffrigéo parce que ce projet avait en fait été initié par Jean Gaudan. Oui, c'était Jean Gaudan qui avait initié, donc il y a maintenant une bonne dizaine d'années au moins, avait initié ce projet de travail sur le Jura. Il y a eu des tas de problèmes, disons,
il a eu du mal de trouver des auteurs, il y en a qui sont partis, ainsi de suite. Et finalement, ce projet a été récupéré par les gens de Neuchâtel et voici maintenant le résultat. Et d'ailleurs, Thierry, vous voyez, dans la lettre d'envoi, Thierry Malvézy, qui est le conservateur du musée de Neuchâtel, vous dit « Vous avez eu l'amabilité de nous apporter votre contribution et votre aide dans notre projet de livre, et alors veuillez agréer, ainsi de suite. » C'est-à-dire qu'il reconnaît vraiment le travail qui avait été fait dans le cadre de Cofrigi. Voilà, bon, c'était donc un grand ami de la France, hein, et il avait quand même plus de 90 ans, donc on peut dire qu'il est arrivé quand même à un âge respectable. Mais enfin, moi, je suis extrêmement triste d'avoir perdu un ami. Voilà, merci. Oui. Je voulais juste préciser que nos amis de Neuchâtel font très bien les choses, comme tu dis, puisqu'en fait, le livre est arrivé aujourd'hui. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, vous voyez, il y a vraiment un timing qui est tout à fait… Ça, c'est la précision suisse. Hein, je ne sais pas, Jean, tu veux dire quelque chose, là, non, pour Neuchâtel, là, parce que non. On te remercier à la fois de ton évocation de Jean-Paul Scher et aussi de tous ces grands géologues suisses qui ont marqué vraiment la géologie dans le monde entier. Argan est un génie, hein, il faut le dire. Scher, moi je l'ai très peu connu puisque je suis arrivé en 1990 pour parler en français, on parle de Suisse, mais j'ai le souvenir à travers des rencontres, en particulier à Neuchâtel, au moment de certaines nominations ou autres, de quelqu'un de très courtois. C'est quelqu'un qui était vraiment très, très gentil. Il avait une magnifique… Alors, malheureusement, il m'a invité à de nombreuses reprises à aller le voir à Neuchâtel et je n'ai jamais pu donner suite. Et je le regrette entre autres parce qu'il avait une grande propriété sur laquelle il avait ses propres vignobles. Et il faisait son propre vin, qui, je crois, est de qualité, parce que, vous savez, le vin suisse est bien meilleur, ce que souvent les Français ne peuvent penser, ne peuvent croire. Mais il disait, je fais ça, mais c'est simplement pour ma consommation personnelle et quelques amis. Non, c'était vraiment quelqu'un de très, très gentil. Très gentil. Et je voudrais aussi souligner ce que tu disais, c'est que l'Institut d'hydrologie, en fait, d'hydrogéologie, qu'il a fondé à Neuchâtel, est un institut qui a une renommée internationale. Ah oui, absolument. Absolument. Et effectivement, en cédant une partie de la géologie, de la sédimentologie, cette partie à Lausanne, il a en quelque sorte créé un pôle international. Oui, exactement. Ça, je trouve qu'ils ont trouvé, c'est vraiment remarquable la façon dont les Suisses ont réussi à organiser leur communauté francophone, en quelque sorte, entre les trois pôles. Si c'était en France, on peut dire qu'il y aurait une rivalité moi, je pense, par exemple, entre Strasbourg-Nancy ou bien éventuellement Nancy-Metz, des choses comme ça. Non, là, ils ont vraiment trouvé un accord pour partager en quelque sorte les enseignements de base, s'échanger ensuite les étudiants et donner à chacun de ces pôles, je peux dire, une notoriété comparable. C'est vraiment… Et ce qui fait que maintenant, bon, je ne veux pas te lancer trop de fleurs aussi, mais l'école polytechnique de Lausanne, ça a été pendant très longtemps le grand centre en Suisse était Zurich. Bon, il y a toujours Zurich maintenant, mais du point de vue international, maintenant, Lausanne, ça équivaut à Zurich. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment… Non, ça a été vraiment tout à fait une réussite. Voilà. Je ne suis pas trop modeste. Et en fait, après, dans la prolongation, ce sont les choses de ce genre. Certains labos, un labo en particulier à Lausanne, parce que Lausanne c'était assez spécialisé en microchimie, en micro, et est devenu labo national. Ah oui, oui. Ah oui, voilà, c'est bien. Voilà. Non, moi, je me souviens mes premières rencontres avec lui sur le terrain en 58 et 59, c'était le moment où je montais depuis Nancy, où je montais en Norvège en Vespa.
tu vois, comme ça. Et alors, heureusement, il avait une voiture, parce que lui, il avait des sous, hein, et il m'a emmené sur le terrain et il m'a permis de gagner un temps précieux pour voir ces régions qui sont vraiment d'un accès relativement difficile. Voilà. Jacques fait allusion à cette région où il a fait sa thèse et un des congrès Linigéo a été dirigé par Jacques, avec d'ailleurs une excursion formidable en bateau. Oui. Je ne vais pas trop, mais c'était encore une anecdote. Alors, c'était effectivement un congrès et il se trouve que moi, j'étais en tant que participant. Mais il y avait donc, vous voyez, le fossé d'Oslo et le but, c'était l'histoire de tout le sud de la Norvège. Et comme c'était un petit peu organisé au départ par les Danois, le centre d'intérêt n'était pas sur l'ouest du fossé d'Oslo, mais sur l'est, que je connaissais plutôt mal. Et il se trouve que le guide danois qui devait conduire l'excursion, eh bien, était parti au Groenland et quelques semaines avant l'excursion, il s'est malheureusement, avec un petit bateau, approché trop près de l'Islandsis au Groenland. Il y a eu une chute de glace qui fait que tout le bateau a disparu. Voilà. Et je me suis retrouvé dans le groupe en étant pratiquement le seul qui connaissait un peu quelque chose de la partie ouest de la Norvège. Effectivement, c'est là où on m'a demandé de faire une sorte de guide improvisé en quelque sorte, mais c'est vrai que ça me laisse quand même de bons souvenirs. Voilà. Merci.